Nous sommes en guerre. Good morning, Vietnam! Je crois que ce martien veut communiquer. Allô? T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Salut, bonsoir à tous ou bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Confinement qui recense tous les films que j'ai vus depuis le début de ce confinement. Vu qu'on s'est pris encore 15 jours dans les dents, je vais continuer à vous partager mes découvertes cinéma du moment. Merci pour les retours sur le premier épisode qui a l'air de vous avoir plu. Continuez d'écouter, de partager. Franchement, je prends de plus en plus de plaisir à faire cette chronique, donc je pense que de toute façon d'autres épisodes vont arriver, d'autres sont écrits, donc c'est prévu, pas de problème pour ça. Comme pour le premier épisode, j'ai dû voir une dizaine de films cette semaine et on va commencer maintenant. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors, si je vous dis, si tu raccroches de cette cabine, tu meurs. Est-ce qu'avec un concept aussi simple, on peut faire un film efficace qui n'abuse pas de son concept? Oui. Et ce pitch, c'est Phone Game de Joel Schumacher. Oui, le même qui a réalisé Batman et Robin, Batman Forever. Faut bien payer ses impôts. Et donc on va suivre Colin Farrell qui est un attaché de presse, vraiment c'est odieux, c'est vraiment la pire des sous-races, qui est enfermé dans une cabine téléphonique et au bout du fil, un tueur invisible le menace de le tuer s'il raccroche. Alors déjà le film est assez court, ce qui permet d'aller directement au but sans prendre des longueurs ou avoir des scènes inutiles. Toute l'attention du film réside sur le fait qu'on ne voit pas le tueur, on ne connaît que sa voix. Et n'étant pas un grand fan de Colin Farrell, j'avais des réserves et ben en fait il s'est révélé très très bon. Mais mes autres acteurs sont très très bons, Forest Whitaker ou Katie Holmes par exemple. La tension elle ne fait que monter jusqu'à la fin. Mais en fait malheureusement j'ai trouvé assez décevante, en fait j'ai trouvé beaucoup trop rapide, si on veut plus de détails. Bref, invite-le dans cette période, c'est le meilleur moment. Et je n'aimerais pas me retrouver confiné avec l'inspecteur Harry en ce moment. Cette transition! La saga Inspecteur Harry, je savais que je devais la découvrir. Véritable phénomène des années 70-80 avec un Clint Eastwood en inspecteur désabusé, fatigué, antisocial, raciste. Bref, un Clint Eastwood comme on l'aime. Et vraiment, la saga ne m'attirait pas des masses. Je pensais que c'était une saga datée et plus trop dans l'air du temps. Et encore une fois, je m'étais trompé. Le visionnage de ce film a été plus qu'agréable. Voir San Francisco dans les années 70, la musique de Lalo Schifrin, mélangeant funk et jazz, une ambiance de film noir, tout le charme d'un film Inspecteur Harry. Oui, le personnage de Harry est daté. Oui, c'est Clint Eastwood. Oui, parce qu'il est raciste, homophobe, misogyne, tous les vices d'un bon enfoiré. Mais le charisme de Clint nous fait quand même apprécier un brin ce personnage. En fait, il n'aime juste personne. A chaque fois que l'inspecteur Harry parle, c'est pour sortir une punchline. J'avoue que ses répliques sont cinglantes, c'est super jouissif, et c'est ce qui fait vraiment l'essence du personnage. Côté enquête, l'enquête elle est très bien menée, il y a des bons retournements. Très bon départ sur cette saga, je pense que l'épisode 2, je le regarderai très rapidement. Bon, l'inspecteur Harry c'était une enquête très simple, mais sur le prochain film c'est une enquête où j'ai pas tout compris dès le début. Et ce film c'est Fargo des frères Coen. Pour l'instant j'ai vraiment du mal avec le cinéma des frères Coen. The Big Lebowski je suis passé à côté, Ave César c'est pas foufou. Le seul pour l'instant qui m'est vraiment plu c'est No Country for Old Men, que je trouve juste incroyable de bout en bout. L'histoire de cet homme qui récupère une valise mystérieuse et qui doit échapper à un tueur à la coupe de Beatles à travers le Texas des années 60, franchement ça m'a littéralement scotché. Et j'aurais adoré aimer Fargo comme No Country, tant pis. Pourtant le style des frères Coen devrait vraiment me plaire, les frères Coen ils ont un humour très noir basé sur des dialogues à base de punchline ou des situations décalées. Et en plus ils ont un très bon casting, la plupart. Souvent. Tout le temps. Dans Fargo on retrouve un William H. Macy endetté jusqu'au cou qui organise le kidnapping de sa femme pour récupérer de l'argent et récupérer ses dettes. C'est un pitch très drôle, mais ça m'a vraiment pas convaincu. Comme je l'ai dit, les frères Coen ils s'entourent toujours d'un casting 5 étoiles. Steve Buscemi, Peter Stormare, Frances Mac, je sais toujours pas prononcer son nom correctement. Franchement, il s'éclate, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette intrigue. Pareil, c'est un film à se regarder pendant cette période, car le décor du Minnesota en plein hiver est un personnage à part entière, et cela, ça crée une certaine claustrophobie. En gros, Fargo, c'est drôle, glaçant, avec un très bon casting, mais c'est pas top. Est-ce le cas de l'autre film? Clairement, non. Donc c'est acté, Evil Dead 2 fait partie de mes sagas préférées. Le premier, malgré son petit budget et son âge, reste un très bon film d'horreur avec une grosse pointe de second degré. Il est vite devenu culte avec ses scènes qui sont entre l'horreur et la comédie, son acteur Bruce Campbell, sa mise en scène énergique, mais il manque quelque chose dans ce premier film. Et c'est en 1987 que Sam Raimi revient avec la suite, remake de son propre film, et ça se révèle être une meilleure suite que son prédécesseur. Dans ce second volet, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de budget. C'est une volonté, je pense, de Sam Raimi qui voulait aller beaucoup plus loin dans sa mise en scène, quitte à torturer encore plus ce pauvre Bruce Campbell qui en prend littéralement plein la tête. C'est un épisode encore plus drôle et assumé dans sa violence exagérée proche d'un Tex Avery. Sa fin, sous forme de cliffhanger, donne envie de voir le troisième et dernier épisode. Mais à quel prix? Bref, c'est mon épisode préféré de la saga. Pour l'instant, et je vous le conseille de le voir dès que vous le pouvez. Bon, après l'horreur dans les bois, on va passer à l'horreur dans la forêt, avec Good Morning Vietnam. Tout le monde connaît cette fameuse phrase Good Morning Vietnam, un des rôles phares de Robin Williams. Bon, c'est vrai que regarder un film où Robin Williams apparaît, moi personnellement ça me fait toujours un petit quelque chose. Et Good Morning Vietnam n'échappe pas à la règle. À chaque fois de toute façon que je vois Robin Williams à l'écran, je ne peux qu'être ému. Je me dis tout le temps qu'on a vraiment perdu un acteur exceptionnel.
C'est un acteur où j'ai grandi avec ses films. Hook, Mrs. Doubtfire, Jumanji, Le cerf des poètes disparus, Will Hunting. Je ne peux être objectif sur Robin Williams. Désolé. Mais est-ce que le film est touchant? Carrément. Robin Williams joue le rôle d'un animateur radio américain qui découvre l'horreur de la guerre du Vietnam, mais cette fois-ci du côté de l'occupant. Sujet assez rare d'ailleurs sur les films parlant de la guerre du Vietnam. Bien sûr, le film est plein de bons sentiments, mais en fait, j'ai remarqué qu'il se dégage une certaine mélancolie sur certaines scènes. Par exemple, quand tu vois Robin Williams en train de boire, et que voilà, son personnage est assez triste, en fait tu peux vite remettre en contexte par rapport à l'acteur Robin Williams, et ça peut te rendre assez triste. Moi personnellement, j'étais un peu triste quand même. Par contre, les scènes de radio sont d'une énergie incroyable, et la plupart sont de l'impro. C'est un talent que Robin Williams continuera à faire durant toute sa carrière. La BO des années 60 est juste magique, on passe des Beach Boys à Louis Armstrong, bref, tous ces artistes qui ont bercé cette époque au Vietnam. Je sais pas si on peut parler de bercer cette époque au Vietnam, mais en tout cas voilà, c'est cette bande son de l'époque, typiquement années 60, rock'n'roll avec les Doors, avec les Beach Boys, Louis Armstrong, et il y a encore plein d'autres artistes, mais voilà, des morceaux qui vont vous faire danser je pense. Côté acteur, on découvre un Forest Whitaker tout jeune. Bon, il avait déjà fait quelques rôles secondaires, mais c'est vraiment ce rôle-là qui commença sa carrière avant d'être lancé dans le Bird de Clint Eastwood où il joue Charlie Parker. Vous voulez voir un film qui traite sur le Vietnam avec un Robin Williams survolté, drôle, touchant avec une BO électrique? Mais qu'attendez-vous? En vrai, si je devais parler de coup de cœur, je parlerais de John Carpenter. Ça a été une de ses découvertes majeures de ces dernières années. Avec Assaut, New York 1997, qui est parfait en confinement avec sa ville assiégée, The Thing, Halloween, The Fog, je dois sûrement en oublier. Mais pour ceux qui n'ont jamais plongé dans l'univers de John Carpenter, c'est le moment. Allez-y. Au moment où vous écoutez, je viens de voir Invasion Los Angeles, qui arrivera sûrement dans l'épisode 3 de Confinement. Et c'est assez cool en vrai. La filmographie de John Carpenter est extrêmement riche avec des thèmes qui sont plus qu'actuels. Je me suis donc penché vers son premier film, Dark Star, qui est son film de fin d'études. Il l'a écrit avec le scénariste Dan O'Bannon, qui plus tard accouchera du petit film Alien, le 8e passager. Et clairement, dans Dark Star, on voit les prémices de Alien. Ses couleurs étroites, son ambiance, franchement, ça deviendra l'inspiration pour le film de Ridley Scott. Et je suis vraiment pas fan de ce premier film de John Carpenter. Mais voilà, sans ce film, Alien n'existerait pas. Donc en fait, je l'aime mais sans l'aimer. En fait, son côté expérimental ne m'a vraiment pas plu. Donc qui dit Alien dit monstre, et là on se retrouve en fait avec un monstre. En fait, c'est un ballon de plage extrêmement mignon et dégoûtant à la fois. Donc je sais pas si c'est les prémices du xénomorphe, mais heureusement que le monstre d'Alien ne ressemble pas du tout à ça. Et on découvre la première composition de Big John, qui est assez visionnaire sur les thèmes qu'il composera par la suite. Pour moi, le meilleur thème, en tout cas mon préféré, ça restera New York 1997, qui est juste un chef-d'œuvre. Alors je sais pas si je pourrais qualifier de Evil Dead 3 comme chef-d'œuvre, mais en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Le seul regret que je me suis dit, c'est pourquoi j'ai pas découvert cette saga avant. Alors, de base, Evil Dead, je partais vraiment pas motivé parce que je savais la réputation du 2 qui était considéré comme le meilleur de la saga, et le cliffhanger du deuxième épisode ne me donnait forcément pas envie d'enchaîner avec le troisième. Eh bien Aurel, tu avais tort parce que c'est celui que j'ai le plus préféré. Transposer l'univers d'Evil Dead au Moyen-Âge avec des squelettes, morts-vivants ou autres monstres, c'est la meilleure idée que cette saga ait pu avoir. En plus, le pitch est très simple, c'est Bruce Campbell qui doit chercher le Necronomicon, c'est le livre des morts, pour pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui, à la période actuelle. Alors c'est un scénario totalement assumé et burlesque, il est moins sanguignolant que le premier, mais il laisse place à des vrais moments de comédie. Et franchement, gros coup de cœur pour la musique dont certains extraits ont été utilisés dans le donjon de Nullbuck à mon plus grand plaisir d'écoute. Même Danny Elfman, le compositeur de Batman, Beetlejuice et de Romain d'Argent, est venu faire coucou pour composer un petit thème, le thème de la marche des morts. C'est Danny Elfman, c'est parfait, on aime Danny Elfman. En gros, si vous voulez découvrir ces sagas, allez l'acheter à la Fnac. On est en confinement, la Fnac est fermée. Bon, allez sur Amazon. Bon, on va pas forcément faire porter le risque à des livreurs. Peut-être sur Netflix ? Peut-être sur Disney+, je sais pas. Bref, voyez cette saga. Et heureusement d'ailleurs pour le film prochain qu'ils n'ont pas fait de suite parce que ça aurait été clairement inutile. Donc déjà, c'est le titre français qui n'est pas du tout vendeur, Instinct de survie. Shallow en anglais. On va rester sur le titre anglais pour ce film. Bon, les films de requins, à part les Dents de la Mer, ça ne m'a jamais fait peur. Pourtant, les fonds marins, c'est ce qui m'angoisse le plus au monde. Cette fois-ci, dans ce film, pas de requin volant, pas de mégalodon, pas de requin en plastique, mais un bon vieux requin en CGI. Et ce requin a faim de Blake Lively, une surfeuse coincée en pleine mer, blessée à la jambe. Le film est très loin d'être un chef-d'œuvre, mais j'étais agréablement surpris de la première partie, qui est super prenante. En fait, le problème avec ce type de film, c'est que en fait, tu vois tout ce qui va se passer après la première partie, et après ça va beaucoup trop vite. En vrai, j'espérais vraiment avoir peur du requin qu'on voit très peu au début, qui se dévoile au fur et à mesure pour qu'au final, les CGI prennent le dessus de l'intrigue. Donc ce film, si vous n'êtes pas aquaphobe, est vraiment que si vous n'avez que ça à regarder, regardez-le, ça vous divertira sans problème. Un requin, ça fait peur. Mais laissez-moi vous présenter son plus grand ennemi, le Philippe Catherine, dans Le Grand Bain. Bon, Le Grand Bain, voilà, gros succès de 2018 avec cette bande de mecs totalement paumés qui se mettent à la nation synchronisée pour échapper à leur vie. Ce film est la preuve qu'on peut faire des films français sans avoir besoin d'être raciste pour être drôle. Le film prend son temps pour nous montrer la vie de ces mecs sans en faire un mélodrame, sniff sniff sniff, on pleure, mouchoir, tout ça. Tous les acteurs sont top, il n'y en a pas un qui en fait trop. Ça aurait pu pourtant être le casting. Ils sont extrêmement touchants et drôles. Ce film propose vraiment des angles de réalisation qui sont super intéressants, surtout pendant les scènes de natation synchronisée, les scènes sous-marines.
Franchement, il y a des scènes où tu dis mais waouh, comment ils ont fait ça? S'il vous plaît, faites plus de films comme ça. On en a besoin. Vraiment. Et ce film, en fait, ça a été une grande bouffée d'air. En tout cas, moi, c'est le sentiment que le film m'a procuré. Ça a été une grande bouffée d'air. En fait, je voulais suivre ces mecs, je voulais qu'ils réussissent. Donc, si j'arrive à avoir de l'empathie avec ces mecs, c'est que le film a marché. Donc, faites plus de films comme ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de ce deuxième confinement. Je sais pas si je vous ai donné peut-être envie de voir des films. Peut-être que vous les avez déjà tous vus parce que vous êtes beaucoup trop forts. N'hésitez pas en tout cas à utiliser l'espace commentaire pour dire quels sont les films que vous avez découverts en ce moment. Si vous voulez aller plus loin, le Twitter, le Insta, le Discord sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Restez chez vous, confinez-vous bien et je vous dis à très vite. Splendide, absolument merveilleux.